Certains actes de gentillesse sont si insignifiants que nous les oublions dans le deuil. Mais d'autres changent à jamais le cours de deux vies. Voici l'histoire d'une nuit où la compassion a rencontré le désespoir au cœur d'un hiver rigoureux. Une jeune veuve nommée Eliza Cole était assise seule dans son chariot, à moitié ensevelie sous la neige, certaine qu'elle ne survivrait pas jusqu'à l'aube. C'est alors qu'un inconnu est apparu à travers la tempête de neige. Samuel Reed était un montagnard, rude et buriné, qui ne possédait rien d'autre que les vêtements qu'il portait. Elle lui a offert un abri, de la chaleur et le dernier morceau de pain qu'il lui restait. Au matin, il était parti, mais lorsqu'elle sortit, il se tenait dans la clairière, une hache à la main, en train de lui construire une cabane à partir de rien. Qu'est-ce qui pouvait bien pousser un vagabond qui avait passé des années seul à décider soudainement de rester? Avant de replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. Eliza Cole ne s'attendait pas à mourir seule dans les montagnes, mais après tout, elle ne s'attendait à rien de particulier depuis 2 ans. La vie avait réduit ses attentes à la simple survie, et la survie était devenue une compagne froide et implacable depuis le jour où ils avaient ramené Thomas de la mine. Elle se souvenait de ce jour avec la clarté d'une blessure récente, même si cela faisait maintenant 23 mois. Le chapeau du contremaître dans ses mains, son regard qui évitait le sien, les mots soigneusement choisis qui signifiaient que son mari était mort, écrasé dans l'effondrement d'un tunnel, disait-il. Il n'a pas souffert, disait-il. Elle avait hoché la tête, les avait remerciés et avait fermé la porte. Puis elle s'était retrouvée debout dans la cuisine de leur petite ferme près de Carson Ridge et avait réalisé que la vie qu'elle avait construite s'était effondrée comme ce puits de mine. Thomas Cole était un gentleman, patient et gentil, avec des mains capables de faire pousser la vie dans un sol récalcitrant et un rire qui rendait les jours les plus difficiles supportables. Ils s'étaient mariés jeunes, tous deux à peine âgés de 20 ans, et avaient passé 5 ans à se construire une vie dans les contreforts. Ce n'était pas grand-chose. Une petite cabane, un potager, quelques poules, des rêves d'agrandissement lorsqu'ils pourraient s'offrir plus de terre, mais c'était à eux, et cela leur suffisait. Après la mort de Thomas, Eliza avait essayé de maintenir la ferme à flot. Elle s'occupait du jardin, nourrissait les poules, réparait ce qu'elle pouvait, mais la terre exigeait une force qu'elle ne possédait plus, et le silence de la cabane pesait sur elle comme un poids physique. Chaque recoin renfermait un souvenir. La chaise où Thomas s'asseyait pour retirer ses bottes, le lit où ils avaient chuchoté leur projet d'avenir, la porte où il l'avait embrassée pour lui dire au revoir ce dernier matin, sentant le savon et le café, lui promettant d'être de retour pour le dîner. Elle tint bon pendant 1 an et demi. Puis elle vendit tout, la terre, la cabane, les poules, même les outils de Thomas, et acheta un chariot et un cheval. Elle partirait vers l'ouest, décida-t-elle, vers la nouvelle colonie au-delà des montagnes, où personne ne la connaissait comme la veuve de Thomas Cole, où elle pourrait prendre un nouveau départ sans fantôme dans chaque pièce. C'était un projet insensé, elle s'en rendait compte maintenant, insensé de voyager seule, fou de tenter de traverser les montagnes si tard dans la saison, fou de penser que la géographie pouvait faire oublier le chagrin. La neige avait commencé à tomber 3 jours après son départ. Au début, il s'agissait de légères rafales, du genre qui saupoudrent les branches des pins et donnent au monde un aspect propre et neuf. Elle avait continué, espérant atteindre le comptoir commercial sur le versant ouest avant que le temps ne se dégrade sérieusement. Mais les tempêtes dans ces montagnes ne donnaient aucun avertissement. Elles arrivaient simplement, soudaines et absolues. Le deuxième jour de neige, son cheval peinait dans des congères qui lui arrivaient à la poitrine. Les roues du chariot s'enfonçaient et se bloquaient, s'enfonçaient et se bloquaient. Eliza descendit pour pousser, les mains engourdies dans ses gants, le souffle gelé. Le vent hurlait dans le col comme une créature vivante et enragée, déchirant son manteau, lui volant la chaleur de son corps. Lorsque l'essieu du chariot se brisa dans un bruit semblable à un coup de feu, elle sut qu'elle allait mourir. Elle s'assit dans le chariot incliné alors que la lumière déclinait, enveloppée dans toutes les couvertures qu'elle possédait, et fit le point sur sa situation avec le pragmatisme que la vie à la frontière lui avait enseigné. Personne ne savait où elle se trouvait. Le comptoir commercial était encore à 2 jours de route, et elle n'avait vu aucun autre voyageur. Son cheval se tenait la tête baissée,
la neige s'accumulant sur son dos, trop épuisée pour faire autre chose qu'attendre. Elle avait de la nourriture, un peu de viande séchée, une demi-miche de pain, quelques haricots, mais aucun moyen de faire du feu dans ce vent. Le froid l'emporterait bien avant la fin. Elle trouva la montre de poche de Thomas dans son manteau, la seule chose qu'elle avait gardée lorsqu'elle avait vendu tout le reste. Le métal était glacé contre sa paume. Elle l'ouvrit, mais il faisait trop sombre pour voir la photo à l'intérieur. Thomas, le jour de leur mariage, jeune et souriante, plein d'espoir pour la vie qui les attendait. « Je suis désolée », murmura-t-elle à l'image qu'elle ne pouvait pas voir. « J'ai essayé. » Elle avait dû s'assoupir. Ou peut-être que le froid l'emportait déjà, car elle ne l'entendit pas approcher. L'instant d'avant, elle était seule avec le vent et l'obscurité, et l'instant d'après, il y avait une forme à l'extérieur du chariot, une silhouette sombre qui s'était matérialisée à partir de la tempête, comme quelque chose conjuré par le désespoir. Sa première pensée fut que la mort était venue la chercher sous une forme physique. Sa deuxième pensée, lorsque la silhouette frappa sur le côté du chariot et appela d'une voix rauque, oh, fut que cela pourrait être pire que la mort. A-t-il quelqu'un de vivant là-dedans? La main d'Eliza trouva le petit couteau qu'elle gardait dans la poche de son manteau. Qui êtes-vous? Quelqu'un d'aussi à moitié gelé que vous, je parierais. Une pause. J'ai vu votre chariot depuis la crête. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un qui respirait encore. Elle se força à bouger, bien que son corps protestât contre cet effort. Elle repoussa le rabat en toile et regarda dehors, dans la tempête. L'homme était grand, ou peut-être semblait-il grand parce qu'il était debout alors qu'elle était assise. Il était emmitouflé dans des fourrures et de la laine épaisse, son visage presque entièrement caché par une barbe et l'ombre de son chapeau. La neige collait à lui comme s'il avait marché pendant des heures dans le blizzard. « Je ne vous ferai pas de mal, dit-il, et quelque chose dans sa voix, la fatigue, la résignation, la poussa à le croire. « Vous êtes perdu, vous aussi? » demanda-t-elle. « Non, madame. Je connais ces montagnes, mais j'ai besoin d'un abri contre ce vent, et vous avez le seul refuge à des kilomètres à la ronde. » Il désigna le chariot. « Je vous demande la permission d'attendre la fin de la tempête avec vous. Je resterai de l'autre côté. Je garderai mes distances. Demain matin, si nous sommes tous les deux encore en vie, je vous aiderai à réparer cet essieu. » Eliza le regarda. Cet inconnu qui était apparu de nulle part. Tous ses instincts lui dictaient de refuser, de se protéger, de mourir seul plutôt que de risquer la menace qu'il pouvait représenter. Mais Thomas avait toujours dit qu'elle avait le cœur tendre. Et peut-être avait-il raison, car ce qui sortit de sa bouche fut « D'accord, mais j'ai un couteau. » Très bien. Il grimpa dans le chariot, se déplaçant avec précaution, restant à l'écart comme promis. Dans cet espace clos, elle pouvait mieux le voir. Il était plus âgé qu'elle ne l'avait d'abord pensé, peut-être 40 ans, avec des mèches grises dans sa barbe brune. Son regard était prudent, mais pas cruel. Il avait l'air d'un homme qui avait souffert du froid pendant très longtemps. Ils restèrent assis en silence tandis que la tempête faisait rage à l'extérieur. Les doigts d'Eliza n'arrêtaient pas de trembler et elle les glissa sous ses bras, essayant de conserver le peu de chaleur qui lui restait. L'inconnu le remarqua. Il ôta son manteau et le lui tendit. « Je ne peux pas prendre votre manteau, protestait-elle. J'ai plusieurs couches. Vous tremblez tellement que vous faites vibrer la charrette. » Comme elle hésitait, il ajouta « S'il vous plaît, une femme est morte de froid à cause de moi. Je ne veux pas que cela se reproduise. » Il y avait tant de douleur dans ces mots qu'Eliza prit le manteau sans discuter davantage. Il sentait la fumée de bois et le pain, et il était merveilleusement chaud. Elle s'enveloppa dedans et sentit ses tremblements s'atténuer légèrement. « Merci, dit-elle. » Il hocha la tête et reporta son attention sur le contenu du chariot. « Professionnel et détaché. Vous avez de quoi manger? »« Un peu. Nous devrions manger. Garder nos forces. » Elle sortit la demi-miche de pain, la coupa en deux et lui offrit le plus gros morceau. Il le regarda fixement pendant un moment, puis le prit avec délicatesse, comme si elle lui avait offert quelque chose de précieux. Ils mangèrent en silence, et quand Eliza sortit une gourde d'eau, il but avec parcimonie avant de la lui rendre. « Comment vous appelez-vous? » demanda-t-elle finalement. « Samuel. Samuel Reed. Je m'appelle Eliza Cole. Où alliez-vous, Madame Cole? »« À l'ouest, vers la Nouvelle-Colonie. » Elle marqua une pause. « Et je m'appelle simplement Cole maintenant. Je suis veuve. Toutes mes condoléances. » Les mots étaient simples,
mais il portait un poids de compréhension qui la surprit. Elle le regarda de plus près. Vous avez perdu quelqu'un, vous aussi. Ce n'était pas une question, et il n'y répondit pas directement. Il dit seulement, nous devrions essayer de nous reposer. La tempête pourrait se calmer d'ici le matin. Ils s'installèrent chacun dans leur coin du chariot. Eliza garda le couteau à portée de main, mais au fil des heures, Samuel Reed ne fit rien d'autre que dormir tranquillement sur le côté, et elle sentit sa prise se relâcher. Le vent hurlait et le chariot craquait, mais à l'intérieur de leur petit abri, il régnait une fragile chaleur juste avant qu'elle ne sombre dans un sommeil épuisé. Eliza entendit Samuel parler doucement, comme s'il se parlait à lui-même. « Merci pour le pain. » Quand elle se réveilla, il était parti et la tempête était passée. La lumière du matin était vive et froide, et pendant un terrible instant, Eliza crut qu'elle l'avait rêvé. Puis elle regarda dehors et le vit debout dans la clairière, une hache à la main, et comprit que la nuit dans la tempête n'avait été qu'un début. L'aube était incroyablement claire, le genre de matin cristallin qui suit une tempête et donne l'impression que le monde vient d'être créé. Le ciel s'étendait, bleu pâle, au-dessus des montagnes, et la neige scintillait comme des diamants éparpillés dans la vallée. Eliza se tenait dans l'embrasure inclinée de sa roulotte, clignant des yeux face à la luminosité. Essayant de comprendre ce qu'il voyait, Samuel Reed se tenait à 50 mètres de là, dans une clairière. Il avait dû passer les heures précédant l'aube à se préparer. Des arbres avaient été abattus. Elle pouvait voir 3 pins massifs disposés en ligne parallèle, leurs branches déjà coupées. Il travaillait sur un 4e, sa hache se levant et s'abaissant avec un rythme qui témoignait de décennies de pratique. Chaque coup était précis, puissant, et le son résonnait à travers le paysage gelé comme un battement de cœur. Elle l'observa pendant plusieurs minutes, essayant de comprendre. Il ne s'était pas enfui. Il n'avait pas pris ses provisions et disparu dans la nature sauvage. Il était en train de construire quelque chose. Eliza enfila ses bottes et son manteau à lui, réalisa-t-elle, celui qu'il lui avait donné pendant la nuit, et se fraya un chemin à travers la neige pour le rejoindre. Ses jambes étaient instables et l'air froid lui brûlait les poumons. Mais elle continua d'avancer. Samuel la vit arriver et s'arrêta, posant la hache contre son épaule. De près, dans la lumière du matin, elle pouvait voir les traces de fatigue sur son visage. Il n'avait pas dormi. Son souffle formait des nuages blancs et sa chemise était trempée de sueur malgré la température glaciale. « Que fais-tu » demanda-t-elle. Il la regarda longuement, puis désigna la clairière de la main libre. « Je te construis une cabane. » Les mots étaient si naturels qu'Elisa crut avoir mal entendu. « Une cabane? Oui, madame. Je ne comprends pas. » Samuel posa la hache et se dirigea vers les rondins qu'il avait déjà préparés. Il avait tracé les fondations dans la neige, un rectangle d'environ 6 mètres sur 4,5. Les rondins étaient placés aux angles, prêts à être entaillés et empilés. C'était le début de quelque chose de solide, de permanent. « Vous m'avez sauvé la vie hier soir, dit-il sans la regarder. Vous m'avez donné refuge alors que vous aviez toutes les raisons de me renvoyer. Vous avez partagé votre nourriture alors que vous en aviez à peine assez pour vous-même. » Il prit une corde et commença à mesurer. « Je paye mes dettes. Vous ne me devez pas une cabane, protesta Elisa. Vous ne me devez rien. J'aurais fait la même chose pour n'importe qui, je sais. C'est pour ça que je fais ça, dit-elle en le fixant du regard. Cet homme étrange qui s'exprimait par de courtes phrases déclaratives et semblait penser que construire une maison entière était une réponse raisonnable au partage d'une miche de pain. « Je ne peux pas te payer. Je ne te demande pas de paiement. » « Alors pourquoi? » Samuel s'arrêta de travailler et se tourna vers elle. Dans la lumière du matin, ses yeux étaient d'un brun profond et reflétaient une tristesse qui semblait sans fond. « Parce qu'il y a 7 ans, ma femme et ma fille ont été prises dans une tempête hivernale. Elles essayaient de rejoindre la ville voisine et leur charrette est tombée en panne. Personne n'est venu. Personne ne les a aidées. Quand je les ai trouvées, elles étaient mortes depuis 2 jours. » Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans une eau calme. Eliza sentit sa gorge se serrer. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Moi aussi. » Il reprit la corde, mais ses mains n'étaient pas tout à fait fermes. « J'ai passé 7 ans dans ces montagnes, Madame Cole, seule, me cachant des gens, des souvenirs, de tout. Hier soir, quand j'ai vu votre chariot dans la tempête, j'ai pensé à passer mon chemin.
J'ai pensé vous laisser à votre sort, car m'impliquer à nouveau avec les gens signifiait ressentir des choses que je ne voulais pas ressentir. Il fit un nœud à une certaine longueur et passa à la bûche suivante. Mais je n'ai pas pu le faire, je n'ai pas pu vous laisser. Et quand vous m'avez accueilli, quand vous m'avez donné ce pain et votre manteau, et que vous m'avez traité comme un être humain plutôt que comme le fantôme que je suis devenu, quelque chose en moi s'est souvenu de ce que c'était que d'être vivant. Il leva à nouveau les yeux vers elle, la voix rauque d'émotion. Tu es en vie parce que tu es forte et parce que tu es gentille. Tu mérites mieux que de mourir seule dans un wagon délabré. Tu mérites un foyer, alors je vais t'en construire un. Ce n'est pas de la charité, ce n'est pas de la pitié, ou c'est de la gratitude. Et c'est la seule chose que je sais offrir. Eliza sentit des larmes gelées sur ses joues. Elle n'avait pas réalisé qu'elle pleurait. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Mais si tu veux m'aider, j'aurais bien besoin d'un coup de main. Elle regarda les rondins, la clairière, l'énormité de ce qu'il proposait. Je ne sais pas comment construire une cabane. Moi, je sais. Je t'apprendrai. Et c'est ainsi que tout commença. Samuel lui montra comment écorcer les bûches, comment entailler les extrémités pour qu'elles s'emboîtent, comment juger quels arbres étaient assez droits pour être utilisés. Le travail était dur, plus dur que tout ce qu'Eliza avait fait depuis la mort de Thomas, et ses mains furent couvertes d'ampoules dès la première heure. Mais il y avait quelque chose de profondément satisfaisant dans tout cela. L'effort physique, les progrès visibles, le sentiment de créer quelque chose de réel. Samuel était un professeur patient. Il lui montrait d'abord chaque tâche, puis l'observait pendant qu'elle s'y essayait, lui proposant des corrections sans la critiquer. Il ne la surveillait pas et ne se montrait pas condescendant. Il lui montrait simplement ce qu'il fallait faire et lui faisait confiance pour le faire. Ils travaillèrent toute la matinée et une partie de l'après-midi, s'arrêtant seulement brièvement pour manger la viande séchée qu'elle avait apportée. Le soleil monta dans le ciel et la température augmenta juste assez pour rendre le travail supportable. Au moment où les ombres commençaient à s'allonger sur la neige, ils avaient entaillé et positionné 4 rondins qui constituaient le début des murs de la cabane. Eliza prit du recul et regarda ce qu'ils avaient accompli. Ce n'était pas encore grand-chose, juste les angles d'une fondation. Mais c'était plus qu'elle n'aurait cru possible lorsqu'elle s'était réveillée ce matin-là en pensant qu'elle allait mourir. C'est réel, dit-elle doucement. Samuel essuya la sueur de son front avec le dos de la main. Oui, madame, combien de temps cela prendra-t-il? Si le temps le permet, 1 semaine, peut-être moins. J'ai déjà construit plus vite quand je devais le faire. Vous l'avez déjà fait plusieurs fois. J'ai été soldat autrefois. Nous construisions des forts et des abris partout où nous allions, dit-il avant de marquer une pause. C'était il y a longtemps. Eliza sentit qu'il y avait une histoire derrière tout cela, mais elle n'insista pas. Ils avaient le temps, si ce qu'ils disaient à propos d'1 semaine était vrai, le temps d'apprendre l'histoire de l'autre, le temps de comprendre ce lien étrange qui s'était formé entre eux en l'espace d'une seule nuit et d'une seule journée. Ce soir-là, ils installèrent leur campement près du chariot. Samuel alluma un feu avec la même efficacité qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait, et ils s'assirent de part et d'autre du feu, mangeant des haricots réchauffés dans une casserole en étain. Les flammes projetaient des ombres dansantes sur son visage, soulignant les angles marqués de ses pommettes et le gris de sa barbe. « Pourquoi avez-vous quitté l'armée? » demanda Eliza. Samuel resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis il dit, « Parce que j'ai tué un homme que je n'étais pas censé tuer, et je me suis enfui avant qu'il ne puisse me pendre pour cela. » Eliza retint son souffle. « Vous êtes recherché? » « Je suppose que oui, mais cela fait 7 ans et personne n'est venu me chercher. La plupart des gens pensent que Samuel Reed est mort dans ces montagnes il y a longtemps. » Il la regarda par-dessus le feu. « Si cela te fait changer d'avis au sujet de la cabane, je comprends. Je peux partir ce soir. » Elle y réfléchit. Elle repensa à la douceur de ses mains lorsqu'il lui avait montré comment entailler une bûche. Elle repensa à la façon dont il lui avait donné son manteau sans hésiter. Elle repensa à la tristesse dans sa voix lorsqu'il avait parlé de sa femme et de sa fille. « Non, dit-elle finalement, ne partez pas. Quoi que vous ayez fait, qui que vous ayez été, ce n'est pas cette personne que j'ai rencontrée hier soir. L'homme que j'ai rencontré était gentil et honorable. C'est cet homme-là que je choisis de croire. » Samuel baissa les yeux vers ses mains, et lorsqu'il parla, sa voix était à peine audible au-dessus du crépitement du feu. « Merci. »
Ils restèrent assis en silence après cela, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le silence de deux personnes qui avaient trouvé quelque chose d'inattendu l'une chez l'autre. Pas encore de l'amour, mais la possibilité d'en être. La promesse que peut-être, juste peut-être, les choses brisées pouvaient encore être réparées. Quand Elisa se retira finalement dans le chariot pour dormir, elle regarda en arrière et vit Samuel assis près du feu, fixant les flammes. Sur ses genoux se trouvait quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, sa hache, et il passait son pouce sur le manche avec une affection distraite, comme s'il s'agissait d'un vieil ami. Elle comprit alors que la hache était plus qu'un simple outil pour lui. C'était ce qui l'avait maintenu en vie, l'avait rendu utile, l'avait gardé humain pendant 7 années d'isolement. Et maintenant, il l'utilisait pour lui construire une maison alors qu'elle sombrait dans le sommeil. Enveloppée dans son manteau qui sentait encore le bois et le pain, Eliza Cole réalisa qu'elle n'avait pas pensé à la montre de poche de Thomas de toute la journée. Elle était toujours dans sa poche, toujours froide et lourde contre son cœur. Mais pour la première fois depuis 2 ans, elle ne semblait plus être la seule chose qui la reliait au monde. Il y avait autre chose maintenant, quelque chose qui se construisait, une bûche après l'autre, dans la clairière devant son chariot brisé, quelque chose qui ressemblait incroyablement à un avenir. Au troisième jour, les murs de la cabane avaient atteint une hauteur respectable, et un rythme s'était établi entre eux. Samuel se réveillait avant l'aube pour travailler, alors que l'air était encore calme et froid, son souffle formant des nuages dans l'obscurité. Eliza se levait avec le soleil pour préparer leur petit déjeuner, des flocons d'avoine quand ils en avaient, des haricots quand ils n'en avaient pas, puis le rejoignait sur le chantier. Ils travaillaient principalement dans un silence complice, celui qui s'installe lorsque les mots sont moins nécessaires que le partage d'un objectif commun. Samuel s'arrêtait parfois pour expliquer une technique ou signaler une erreur dans son travail, mais il le faisait avec une telle douceur et un tel naturel qu'Eliza ne se sentait jamais critiquée. Elle apprenait à lire les rondins, à voir quel côté était le plus solide, quel grain supporterait mieux le poids. Ses mains, qui étaient restées douces pendant 2 ans de chagrin et d'inactivité, se couvraient de callosité. C'était bon de se sentir à nouveau utile. L'après-midi du troisième jour, alors qu'il positionnait une bûche particulièrement lourde, le pied d'Elisa glissa sur une plaque de glace. Elle trébucha en arrière, agitant les bras, et serait tombée lourdement si Samuel ne l'avait pas rattrapée. Ses mains se refermèrent sur ses bras pour la stabiliser, et pendant un instant, ils se tinrent très près l'un de l'autre, son visage à quelques centimètres du sien. Elle pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux bruns. Elle pouvait sentir l'odeur de la sève de pain sur ses vêtements. Elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps malgré le froid. « Attention, dit-il d'une voix rauque. Merci. » Il la lâcha immédiatement et recula, mettant une distance prudente entre eux. « La glace est dangereuse. J'aurais dû la dégager plus tôt. » Mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas la glace qui rendait ce moment dangereux. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis près du feu, mangeant un maigre dîner composé de haricots et du reste de viande séchée, Eliza se surprit à observer Samuel plus attentivement qu'auparavant. La façon dont ses mains bougeaient lorsqu'il travaillait, habile et sûr, la façon dont il l'écoutait lorsqu'elle parlait, lui accordant toute son attention, comme si ce qu'elle disait avait de l'importance. La façon dont il fixait parfois le feu avec une expression de solitude si profonde que cela faisait mal à voir. « Parlez-moi de votre femme, dit-elle doucement. Samuel leva les yeux, surpris. « Pourquoi? Parce que vous l'aimiez et parce que porter seul son chagrin le rend plus lourd. » Il resta silencieux pendant un long moment et Eliza crut qu'il allait refuser. Puis il dit, « Elle s'appelait Catherine. Nous nous sommes rencontrés lorsque j'étais en poste à Fort-Laram après la guerre. Elle était la fille d'un instituteur, instruite, probablement trop bien pour un soldat sans avenir. Mais elle a dit oui quand je lui ai demandé. Et nous avons passé 7 belles années ensemble. Vous avez eu une fille, Emma. Elle avait 5 ans quand il s'interrompit, déglutissant péniblement. Elle avait les yeux de Catherine, verts comme l'herbe au printemps. Elle me suivait partout, me posant des questions sur tout. Pourquoi le ciel est-il bleu? Où vont les oiseaux en hiver? D'où vient le tonnerre? Un soupçon de sourire a traversé son visage. Je ne connaissais pas la moitié des réponses à ces questions, mais j'ai essayé. Eliza ait senti ses yeux s'embuer. Que leur est-il arrivé?
J'étais parti escorter un chariot de ravitaillement jusqu'au fort voisin. Le voyage devait durer 3 jours. Catherine a décidé de rendre visite à sa sœur dans la ville voisine. Le temps s'est dégradé et leur chariot est tombé en panne. Sa voix est devenue monocorde, dénuée d'émotion, comme si celle-ci était trop forte pour être exprimée. Je les ai retrouvés 4 jours plus tard. Ils s'étaient engelés dans les bras l'un de l'autre, essayant de se réchauffer. Samuel, le pire, a-t-il poursuivi, comme s'il ne l'avait pas entendu, c'est qu'ils n'étaient qu'à 3 kilomètres de l'aide. À 3 kilomètres. Si quelqu'un avait emprunté cette route, si quelqu'un les avait vus, ils auraient survécu. Mais personne n'est venu. Personne ne s'est arrêté. Et j'ai passé le mois suivant à me demander si les choses auraient été différentes si j'avais été là. Si j'avais insisté pour qu'ils m'attendent. Si j'avais été le mari et le père qu'ils méritaient, au lieu du soldat qui était toujours absent. Ce n'était pas ta faute. Je le sais. Dans ma tête, je le sais. Mais savoir quelque chose et y croire sont deux choses différentes. Il la regarda de l'autre côté du feu. C'est pour ça que je suis parti. Je ne pouvais pas rester dans ce fort. Je ne pouvais pas voir les autres familles. Je ne supportais pas la compassion dans les yeux de tout le monde. Alors, je me suis enfoncé dans ces montagnes et je suis resté ici depuis. Eliza serra son manteau, plus étroitement autour d'elle. 7 ans, c'est long pour être seule. Cela semblait approprié. Une punition pour les avoir laissés tomber. Catherine n'aurait pas voulu cela. Non, admit Samuel. Elle m'aurait dit que j'étais stupide et têtu, ce que je suis. Il remua le feu avec un bâton, envoyant des étincelles tourbillonner dans l'obscurité. Mais il était plus facile d'être seul que de risquer de s'attacher à nouveau à quelqu'un et de le décevoir aussi. Les mots restaient suspendus dans l'air entre eux, lourds de sous-entendus. Eliza comprit ce qu'il voulait vraiment dire. Que construire cette cabane était dangereux pour lui. Qu'être ici avec elle était dangereux. Que tout dans cette situation menaçait les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. Ou bien elle voulait lui dire qu'elle comprenait, qu'elle ressentait la même peur, que chaque moment passé avec lui faisait prendre davantage conscience du vide laissé par Thomas, et que la culpabilité liée à cette prise de conscience était presque insupportable. Mais avant qu'elle ne trouve les mots, Samuel se leva brusquement. « Nous sommes à court de provisions, dit-il d'un ton délibérément pragmatique. Je devrais faire un tour en ville. Son Ridge est la ville la plus proche. Je peux aller chercher des clous, plus de cordes, peut-être du verre pour une fenêtre. À quelle distance se trouve Carson Ridge? À une demi-journée de marche. Je partirai à l'aube. Je serai de retour dans la soirée. » Eliza ressentit soudain une vive peur à l'idée de se retrouver seule à nouveau. « Vraiment? » Elle s'interrompit, détestant le ton suppliant de sa voix. « Tu reviendras? » Samuel la regarda et son expression s'adoucit. « Oui, Madame Cole, je reviendrai. Je ne manque pas à mes promesses et j'ai promis de terminer votre cabane. » Cette nuit-là, Eliza ne parvint pas à dormir. Allongée dans le chariot, elle écoutait le vent dans les pins et pensait à Samuel, assis seul près du feu à quelques mètres de là. Elle pensait à Catherine et Emma, gelées ensemble dans un chariot brisé semblable au sien. Elle pensait à Thomas, écrasé dans l'obscurité d'une mine effondrée. Elle pensait à toutes les façons dont les gens pouvaient se perdre les uns les autres. Toutes les façons dont l'amour pouvait se terminer dans le chagrin. Et elle pensa au livre de recettes de sa mère, rangé au fond de sa malle sous 2 vêtements de rechange et une couverture en laine. Elle ne l'avait pas ouvert depuis qu'elle avait quitté Carson Ridge, ne supportant pas de voir l'écriture de sa mère, les petites notes et les ajustements écrits dans les marges. Ajouter plus de sel, le préféré de papa, bon pour les jours froids. Mais maintenant, elle le sortit et le tint entre ses mains, sentant son poids, son histoire. Sa mère était morte quand Eliza avait 16 ans, et ce livre était tout ce qui lui restait de ses années passées à apprendre à cuisiner aux côtés de sa mère, des tabliers saupoudrés de farine et des cuisines chaleureuses, et de cet amour qui s'exprimait à travers la nourriture. Si Samuel allait en ville, elle pourrait lui demander de lui rapporter les ingrédients nécessaires. Elle pourrait lui préparer un vrai repas, quelque chose qui ne servirait pas seulement à survivre. Elle pourrait commencer à le remercier de la seule manière qu'elle connaissait. Cette pensée la rendait plus légère, moins comme un fardeau et plus comme une partenaire. À l'aube, alors que Samuel se préparait à partir, Elisa sortit du chariot avec une petite liste écrite d'une écriture soignée. Farine,
sel, sucre s'il en trouvait, herbes séchées. Elle la lui tendit avec quelques pièces provenant de ses maigres économies. Pour le dîner, expliqua-t-elle. Quand tu reviendras, Samuel regarda la liste, puis elle, et quelque chose de chaleureux brilla dans ses yeux. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je sais, mais tu n'es pas obligé de me construire une cabane non plus. Et pourtant, nous y voilà. Il sourit alors, un vrai sourire qui transforma tout son visage et le fit paraître plus jeune de plusieurs années. Nous y voilà, acquiesça-t-il. Elle le regarda s'enfoncer dans la forêt, suivant un sentier que lui seul pouvait voir, jusqu'à ce qu'il disparaisse parmi les arbres. Puis elle se retourna vers la cabane à moitié construite et comprit qu'elle était à nouveau seule, vraiment seule, pour la première fois depuis la nuit de la tempête de neige. Mais cela semblait différent maintenant. La solitude n'était pas un abandon, c'était simplement une absence. Et l'absence impliquait un retour. Eliza passa la journée à faire ce qu'elle pouvait seule, déblayant les débris, rangeant les outils, balayant la neige des fondations. Les murs de la cabane se dressaient solidement autour d'elle, témoignant du talent et de la détermination de Samuel. Elle passa ses mains sur les rondins, sentant les endroits où il les avait lissés et façonnés, où sa hache avait laissé des traces. Chaque coupe était précise, chaque jointe s'emboîtait parfaitement. Cette structure était une œuvre d'art, pas seulement un objet utilitaire. Samuel Reed lui construisait plus qu'un abri. Il lui construisait un foyer. Au moment où le soleil commença à se coucher et où les ombres s'allongèrent sur la neige, Eliza se surprit à regarder la forêt, à attendre. Et lorsqu'elle le vit enfin émerger des arbres, un sac en bandoulière, elle ressentit dans sa poitrine quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 2 ans. Du soulagement, de la joie, le simple bonheur de voir quelqu'un revenir. Samuel leva la main en signe de salut, et Eliza lui répondit, sans qu'aucun d'eux ne reconnaisse que ce moment avait plus d'importance qu'il n'aurait dû, que quelque chose entre eux avait changé pendant leur séparation. Il était revenu comme il l'avait promis, et Eliza réalisa qu'elle n'avait jamais douté qu'il le ferait. La cabane prit forme au cours des jours suivants, comme si elle poussait plus tôt que d'être construite. Les murs atteignirent la hauteur des épaules, puis dépassèrent leur tête jusqu'à ce qu'ils soient entourés de solides rondins qui bloquaient le vent et conservaient la chaleur de leur feu. Samuel encadra les espaces destinés aux fenêtres et à la porte, mesurant 2 fois avant de couper, ses mouvements précis et sans précipitation. Eliza apprit à anticiper ses besoins avant même qu'il ne les exprime. Elle lui tendait un outil ou le maintenait en place pendant qu'il le fixait, leur collaboration étant fluide et rodée. Ils avaient développé leur propre langage fait de hochements de tête et de gestes, suffisamment à l'aise l'un avec l'autre pour que les mots soient souvent inutiles. Mais certaines choses restaient tacites entre eux, des choses importantes. Le 6e jour, alors qu'ils travaillaient ensemble pour mettre en place une poutre du toit, leurs mains se frôlèrent puis s'entremêlèrent autour du bois rugueux. La poutre était en place, bien fixée, mais aucun d'eux ne lâcha prise immédiatement. Samuel baissa les yeux vers leurs mains jointes, vers la façon dont ses petits doigts s'emboîtaient entre les siens, plus grands, et quelque chose se serra dans sa poitrine. « Eliza, dit-il doucement. Elle leva les yeux vers lui, et il vit sa propre confusion et son désir se refléter dans ses yeux. « Je devrais partir, dit-il. Quand la cabane sera terminée, je devrais partir. Pourquoi? Parce que rester est dangereux pour nous deux. » « Dangereux? Comment ça? » Il lâcha sa main et recula, passant ses doigts dans ses cheveux avec frustration. « Parce que je commence à ressentir des choses que je n'ai pas le droit de ressentir. Parce que chaque jour où je reste, il m'est plus difficile d'imaginer partir. Parce que tu mérites mieux qu'un homme qui fuit son passé. Ce n'est pas à toi de décider ce que je mérite, dit Eliza, la voix calme malgré l'émotion qui la traversait. Je suis une femme adulte qui a survécu à la pire perte de sa vie. Je pense être capable de déterminer moi-même ce qui est bon pour moi. Et toi? Samuel se tourna vers elle. Parce que ce que je vois, c'est une femme qui porte toujours son alliance, qui garde toujours la montre de son mari, qui est toujours si profondément en deuil qu'elle a préféré mourir dans une tempête de neige plutôt que d'affronter un nouveau jour. Je ne remplacerai pas ce que vous avez perdu. Eliza, je ne serai pas le substitut commode qui se trouvait là par hasard alors que vous étiez vulnérable. Les mots étaient durs, plus durs qu'il ne l'aurait voulu, et il les vit les atteindre comme des coups. Le visage d'Elisa rougit
et ses mains se crispèrent sur ses côtés. Comment osez-vous, dit-elle d'une voix basse et furieuse. Comment osez-vous prétendre savoir ce que je ressens ou ce dont j'ai besoin? Oui, j'aime Thomas. Oui, je le pleure encore. Mais cela ne signifie pas que je suis incapable d'aller de l'avant. Cela ne signifie pas que ce que je ressens quand je te regarde n'est que de la solitude ou du désespoir. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas encore. Cette admission jaillit d'elle comme une confession. Je ne sais pas ce qu'il y a entre nous parce que c'est trop nouveau, trop effrayant et trop rapide. Mais je sais que c'est réel, Samuel. Je sais que lorsque tu es parti en ville, j'ai passé toute la journée à attendre ton retour. Je sais que lorsque tu me regardes, je me sens vu d'une manière que je n'ai pas ressentie depuis 2 ans. Je sais que tu me donnes envie de vivre à nouveau au lieu de simplement survivre. Samuel la fixa, le cœur battant à tout rompre. Eliza. Et peut-être que tu as raison, continua-t-elle, les larmes coulant maintenant sur son visage. Peut-être que je ne suis pas prête pour ça. Peut-être que toi non plus, tu n'es pas prêt. Peut-être que nous sommes tous les deux trop brisés pour construire quelque chose de réel. Mais tu n'as pas le droit de prendre cette décision à ma place. Tu n'as pas le droit de décider que je suis mieux seul. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le vent dans les pins et leur respiration saccadée. Samuel voulait réduire la distance qui les séparait. Il voulait la serrer dans ses bras et lui promettre que tout irait bien. Mais il avait appris à ses dépens que les promesses ne pouvaient pas protéger les gens contre les cruautés du monde. J'ai tué un homme, Eliza, dit-il finalement. Il s'appelait le colonel Marcus Brennan et je lui ai tiré une balle dans la poitrine il y a 8 ans. Elle se figea, ses larmes séchant sur ses joues tandis qu'elle écoutait. Il était mon commandant à Fort Rawlings après la fin de la guerre. Je pensais que les combats étaient terminés. Je pensais pouvoir enfin m'installer avec Catherine et Emma. Mais Brennan fournissait des armes aux tribus, vendant des fusils de l'armée pour faire du profit. Des hommes bons mouraient à cause des armes qu'il fournissait. Je l'ai confronté, je lui ai dit que j'allais le dénoncer au commandement territorial. La voix de Samuel devint monocorde, distante, comme s'il racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Il a sorti son pistolet, m'a traité de traître, de menteur, m'a dit que personne ne croirait un capitaine de cavalerie brisé plutôt qu'un colonel décoré. Il avait probablement raison, mais j'ai été plus rapide. Je l'ai abattu avant qu'il ne puisse me tirer dessus. Puis je me suis enfui, car je savais qu'il me pendrait pour cela, quelle que soit la vérité. Mais c'était de la légitime défense. Eliza a dit, « Tu te protégeais et tu dénonçais la corruption. » L'armée ne se soucie pas des nuances. Elle se soucie de l'ordre et de la chaîne de commandement. J'ai tué un officier supérieur. À leurs yeux, c'est une désertion et un meurtre, et la peine et la mort. Il la regarda intensément. Tu comprends ce que je te dis? Je suis recherché. Si quelqu'un me trouve, si quelqu'un fait le lien entre l'ermite dans les montagnes et le capitaine Samuel Reed, ils m'arrêteront. Et s'ils m'arrêtent, ils me pendront. Alors nous ferons en sorte que personne ne te trouve. Ce n'est pas si simple, si ça l'est. Eliza s'avança vers lui, le menton relevé avec défi. Tu m'as sauvé la vie, Samuel. Tu m'as construit un foyer. Tu m'as montré que je pouvais ressentir autre chose que du chagrin. Je ne vais pas t'abandonner maintenant simplement parce qu'il y a un risque. Tu devrais. Tu devrais me dire de partir et de ne jamais revenir. C'est ce que tu veux? Tu veux partir? La question resta en suspens entre eux, exigeant une réponse honnête. Samuel pensa aux montagnes, à la solitude, aux 7 années d'exil volontaire. Puis il pensa aux 6 derniers jours, au rire d'Eliza lorsqu'il faisait une blague maladroite, la façon dont elle fredonnait en cuisinant, la compagnie silencieuse de travailler côte à côte, le simple miracle de ne pas être seul. Non, admit-il, je ne veux pas partir, mais vouloir quelque chose ne rend pas cela juste. Peut-être pas, mais ce n'est peut-être pas faux non plus. Elle tendit la main et prit la sienne, ses doigts chauds contre sa paume cailleuse. Je ne te demande pas de m'épouser, Samuel. Je ne te demande pas de promesses ou de t'engager pour toujours. Je te demande juste de rester assez longtemps pour finir la cabane. Reste assez longtemps pour que nous puissions comprendre ce que c'est. Peux-tu le faire? Il baissa les yeux sur leurs mains jointes et pensa à Catherine, à la culpabilité qu'il portait, à la question de savoir s'il méritait une seconde chance au bonheur. Il pensa aux yeux verts d'Emma, à ses questions sans fin et à la façon dont elle s'endormait sur ses genoux après le dîner. Il pensa à toutes les raisons pour lesquelles il devrait dire non. « D'accord, dit-il, je resterai.
Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis près du feu après un dîner tranquille, Samuel se surprit à sculpter à nouveau, une habitude qu'il avait prise pendant ses années de solitude, lorsque ses mains avaient besoin de s'occuper. Le bois était un morceau de pin, assez tendre pour être facile à travailler, et il le façonnait en un loquet de porte, quelque chose de fonctionnel mais de beau. Eliza le regardait travailler, l'air pensif. Vous avez des mains d'artiste, des mains de soldat. Mais j'ai appris la menuiserie avec mon père avant la guerre. Il disait, un homme qui sait construire n'est jamais sans but. Il avait raison. Samuel retourna le loquet, vérifiant la courbe, la douceur. C'est pour ta porte. Quand la cabane sera terminée, ce sera la première chose que tu toucheras chaque fois que tu rentreras à la maison. Notre porte, corrigea doucement Elisa. Notre maison. Il leva les yeux vers elle, surpris, et vit la détermination dans son regard. Elle avait fait un choix. Il comprit que malgré tout ce qu'il lui avait dit, malgré le danger et l'incertitude, elle avait choisi d'aller jusqu'au bout. Et peut-être, juste peut-être, pourrait-il faire le même choix. Dans son sac, oublié jusqu'à cet instant, se trouvait un vieux cadre photo en fer blanc qu'il transportait depuis des années. La photo à l'intérieur, Catherine et Emma, figuraient dans le temps, avait été perdue depuis longtemps, abandonnée lors de sa fuite de Fort Rawlings. Mais il avait conservé le cadre par sentimentalisme, par superstition, croyant que le perdre serait une trahison définitive. Il le sortit et le regarda à la lueur du feu. Il était terni et tordu, vide, à l'exception des souvenirs. « Qu'est-ce que c'est » demanda Elisa. « Quelque chose que je transporte depuis trop longtemps. » Il passa son pouce sur la surface du cadre. « Je pense qu'il est temps de s'en débarrasser. » Il ne le jeta pas et ne l'enterra pas. Au lieu de cela, il le posa soigneusement sur le sol à côté du feu, comme un monument à ce qui avait été, et comme une reconnaissance qu'il était enfin prêt à aller de l'avant. Eliza comprit sans qu'il ait besoin de s'expliquer. Elle fouilla dans son manteau et en sortit la montre de poche de Thomas, qu'elle ouvrit pour montrer la photo à l'intérieur. Un jeune homme aux yeux doux et au sourire plein d'espoir. « Je ne l'oublie pas, dit-elle. Je ne l'oublierai jamais. Mais je pense qu'il voudrait que je vive. J'en suis sûr. » Ils s'assirent ensemble à la lueur du feu. Deux personnes brisées s'accrochant aux derniers vestiges de leur passé. Et quelque chose changea entre eux. Pas exactement une conclusion, mais une acceptation. La reconnaissance que le fait d'aimer quelqu'un d'autre n'effaçait pas celui qu'ils avaient aimé auparavant. Cela signifiait simplement qu'ils avaient survécu assez longtemps pour aimer à nouveau. Le bruit des chevaux se fit entendre à l'aube. 3 paires de sabots crissaient dans la neige et les feuilles mortes. Samuel les entendit le premier et se leva instantanément. Son corps se souvenait de la vigilance militaire, même après des années de vie civile. Il se dirigea vers la cabane et regarda à travers l'un des cadres de fenêtres sans vitres. Son cœur se serra déjà lorsqu'il compta les cavaliers. 3 hommes, dont l'un portait un insigne qui reflétait la lumière du petit matin. « Eliza » appela-t-il doucement, la voix tendue. « Nous avons des visiteurs. » Elle sortit du chariot, toujours enveloppée dans des couvertures, les cheveux défaits tombant sur ses épaules. Lorsqu'elle vit son expression, la peur traversa son visage. « Qu'y a-t-il, elle? Reste derrière moi. » Les cavaliers s'approchèrent lentement, délibérément, et s'arrêtèrent à environ 20 mètres de la cabane. L'homme qui portait l'insigne était plus âgé, peut-être 50 ans, avec un visage buriné et des yeux perçants qui observaient la scène avec un regard professionnel. Les 2 adjointes qui l'accompagnaient étaient plus jeunes, les mains posées nonchalamment sur leurs étuis. « Bonjour, dit le shérif. Je cherche un homme du nom de Samuel Reed. » Samuel sortit de la cabane, s'éloignant d'Eliza, attirant l'attention sur lui. « Je suis Samuel Reed. » Le shérif l'observa longuement. « Je suis le shérif Clayton Morse de Carson Ridge. Voici mes adjoints, Collins et Turner. Nous devons vous parler. À propos de quoi? » « Je pense que vous savez de quoi il s'agit, Captain Reed. » L'utilisation de son grade militaire glaçait en Samuel. Après 7 ans, il l'avait retrouvé. D'une manière ou d'une autre, son passé l'avait rattrapé. Eliza s'avança, la voix aiguë de colère protectrice. « De quoi s'agit-il? » L'expression du shérif Morse s'adoucit légèrement lorsqu'il la regarda. « Vous devez être Madame Cole, la veuve qui s'est retrouvée bloquée dans le col. Comment allez-vous? »« Je vais bien, merci. Monsieur Reed m'a aidé. Je vois ça. » Morse fit un geste vers la cabane. « Beau travail. » Reed a toujours été habile de ses mains.
il reporta son attention sur Samuel. Mais cela ne change rien au fait que j'ai un mandat d'arrêt contre vous. Pour quel chef d'accusation? Eliza demanda la désertion de l'armée américaine, le meurtre d'un officier supérieur. Morse sortit un papier plié de son manteau et le brandit. Le mandat date de 8 ans, mais il est toujours valable. Samuel sentit le poids de ces mots s'abattre sur lui comme une sentence déjà prononcée. Il savait que ce jour finirait par arriver. Il l'avait accepté il y a des années. Mais debout ici, avec la cabane derrière lui et Eliza à ses côtés, il réalisa à quel point il s'était permis d'espérer que peut-être, juste peut-être, il pourrait échapper à son passé. Samuel n'a tué personne, dit Eliza d'une voix ferme. Il m'a raconté ce qui s'est passé. C'était de la légitime défense. C'est possible, maman, mais ce n'est pas à moi d'en décider. Mon travail consiste à l'arrêter. Laissons le tribunal territorial établir la vérité. Le ton de Morse était désolé, mais ferme. Je suis désolé, Reed, vraiment. Mais j'ai un devoir. Je comprends. La voix de Samuel était calme, résignée. Puis-je avoir un moment pour rassembler mes affaires? Reed? L'un des adjoints sursauta, la main se posant sur son pistolet. Laissez-le faire, interrompit Morse. Il ne va pas s'enfuir. Vous êtes Reed? Non, monsieur. J'ai fini de fuir. Cette déclaration sembla surprendre le shérif, mais il acquiesça. Prenez votre temps, mais ne testez pas ma patience. Samuel se retourna et vit Eliza qui le fixait, le visage pâle de choc et de colère. Non, non, tu ne peux pas simplement te rendre. Nous allons nous battre. Nous prouverons que c'était de la légitime défense. Eliza, ne t'avise pas d'abandonner. Elle lui saisit le bras, ses doigts s'enfonçant avec une force désespérée. Pas après tout ce que nous avons traversé. Pas après. Sa voix se brisa. Tu ne peux pas me quitter maintenant. Samuel lui prit doucement les épaules, l'obligeant à le regarder. Je n'abandonne pas. Mais je ne peux plus fuir. Je suis fatigué, Eliza. Je suis fatigué de me cacher. Fatigué de regarder derrière moi. Fatigué d'avoir peur. S'il y a une chance de blanchir mon nom, cela commence par affronter ce que j'ai fait. Ils te prendront. Peut-être. Mais peut-être pas. Peut-être que la vérité aura de l'importance. Il esquissa un petit sourire. Tu m'as dit que l'espoir n'était pas stupide. Je choisis d'espérer. Des larmes coulèrent sur son visage. Ce n'est pas juste, non, mais très peu de choses dans la vie sont justes. Nous le savons tous les deux. Il essuya ses larmes avec son pouce dans un geste d'une tendresse poignante. Écoute-moi, la cabane est à toi. Tout ce que j'ai apporté, tout ce que j'ai construit, c'est à toi. Tu finis l'intérieur, tu en fais un foyer et tu vis. Tu m'entends? Vis. Ne vis pas sans moi, alors attends-moi. Si je peux revenir, je le ferai. Je te le promets. La voix de Morse flottait depuis l'endroit où le policier attendait. Reed. Le temps est écoulé. Samuel déposa un baiser sur le front d'Eliza, rapide et désespéré, puis recula. Il se dirigea vers la cabane et en ressortit avec son sac à dos, plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Il avait tout laissé derrière lui, ses outils, ses provisions, même le loquet sculpté qu'il avait terminé la veille au soir. Alors qu'il s'approchait du shérif, Morse avait l'air troublé. Pour ce que ça vaut, Reed, j'ai posé des questions sur vous en ville. Ceux qui se souviennent de vous disent que vous étiez un homme bon, juste, honorable, qui ne causait jamais de problème. J'apprécie cela. Et j'ai posé des questions sur le colonel Brennan. Cet homme avait la réputation d'être malhonnête, même si personne n'a jamais pu le prouver. Morse se déplaça sur sa selle. Je ne dis pas que vous êtes innocent, mais je ne suis pas convaincu que vous soyez coupable non plus. Cela change-t-il quelque chose? Pas aujourd'hui, mais peut-être que cela changera lorsque nous arriverons au procès, dit Morse, en faisant signe à ses adjoints. Collins, donnez-lui votre cheval. Nous marcherons à ses côtés. Samuel monta sur le cheval, les mains déliées, et jeta un dernier regard à la cabane. Eliza se tenait devant, les bras croisés autour d'elle, le regardant avec une expression de désespoir sur le visage. Le soleil matinal se reflétait dans ses cheveux et la faisait ressembler à un personnage de rêve, belle et inaccessible, déjà en train de s'éloigner. « Shérif !» appela-t-elle soudainement. « Combien de temps avant le procès? Difficile à dire. Cela pourrait prendre des semaines, voire des mois. Cela dépend du calendrier du juge territorial. Alors je viens avec vous. Madame, ce n'est pas... Je suis témoin de sa personnalité. J'ai le droit de témoigner en sa faveur. » Elle releva le menton, provocante, et je ne resterai pas ici seul pendant qu'il affronte cela.
Donc, soit je viens avec vous, soit je vous suis. À vous de choisir. Morse regarda Samuel qui haussa les épaules, impuissant. Elle est sétue, ai-je remarqué. Le shérif soupira. Très bien, Mme Cole. Préparez ce dont vous avez besoin, mais nous partons dans 10 minutes et je ne ralentirai pas le rythme pour vous. Eliza disparut dans un chariot et en ressortit avec un petit paquet et le fusil de Thomas. Elle portait également autre chose. Un porte-document en cuir que Samuel reconnut comme étant celui qui contenait les recettes de sa mère. Pourquoi emportez-vous cela? Demanda Samuel alors qu'elle s'approchait. Parce que je vais noter tout ce qui s'est passé, chaque détail, chaque conversation, chaque instant depuis la nuit où nous nous sommes rencontrés jusqu'à maintenant. Et je vais m'assurer que tout le monde sache exactement qui vous êtes et ce que vous avez fait pour moi. Ses yeux brillaient de détermination. Ils veulent te juger pour un moment qui s'est produit il y a 8 ans. Très bien, mais ils vont aussi entendre parler de tous les moments qui ont suivi. Samuel sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine, un nœud de peur et de résignation qu'il portait depuis qu'il avait entendu les chevaux approcher. Il n'était pas seul. Quoi qu'il arrive ensuite, il ne l'affronterait pas seul. Turner apporta un cheval pour Eliza et l'aida à monter avec une courtoisie professionnelle. Elle s'installa en selle avec une aisance acquise par l'habitude, et Samuel se rappela qu'elle était une femme de la frontière, capable et forte malgré son chagrin. Ils commencèrent leur voyage vers Carson Ridge, Samuel flanqué des adjoints et Eliza chevauchant aux côtés du shérif. Alors qu'ils quittaient la clairière, Samuel jeta un dernier regard vers la cabane. Les murs étaient solides et droits, les fenêtres encadrées et attendant leurs vitres, la porte s'ouvrait sur une vie qui ne serait peut-être jamais vécue. Mais elle était là. Elle était réelle. Il avait construit quelque chose qui lui survivrait, et cela comptait. Morse remarqua son regard. C'est du beau travail, Reed. Peut-être la plus belle cabane que j'ai vue dans ces montagnes. Elle était censée être sa maison. Peut-être le sera-t-elle encore. Samuel ne répondit pas. L'espoir était une chose fragile, et il avait appris à ne pas trop s'y fier. Mais alors qu'il descendait le sentier de montagne avec Eliza, forte et déterminée à ses côtés, il se permit de croire que peut-être, juste peut-être, cette histoire n'était pas encore terminée. Le soleil matinal montait dans le ciel, dissipant les dernières strass de brume, et les montagnes s'étendaient autour d'eux, belles, indifférentes, éternelles. Et quelque part au loin, la justice attendait d'être rendue, quelle que soit la forme qu'elle prendrait. Le trajet jusqu'à Carson Ridge prit la majeure partie de la journée, et lorsqu'ils arrivèrent, le soleil se couchait derrière les sommets occidentaux. Samuel fut placé dans une cellule du bureau du shérif, une petite pièce avec des barreaux en fer et un lit de camp étroit, propre mais spartiate. Morse autorisa Eliza à lui parler brièvement avant de verrouiller la porte. « Je vais rester à la pension », dit-elle à Samuel à travers les barreaux. « Madame Henderson a une chambre disponible. Je viendrai tous les jours. Tu n'es pas obligé de faire ça. Si, je le suis. » Elle passa la main à travers les barreaux et lui prit la main. « Demain, je vais commencer à rassembler des preuves. Je parlerai à tous ceux qui te connaissaient avant. Je trouverai tous ceux qui connaissaient Brennan. Je documenterai tout. Nous allons nous battre, Samuel. Nous allons gagner. Eliza, ne me dis pas que c'est sans espoir. Ne me dis pas d'abandonner. Je n'ai pas survécu à une tempête de neige et reconstruit ma vie pour te perdre maintenant. » Elle serra sa main plus fort. « Promets-moi que tu tiendras bon. Promets-moi que tu ne te rendras pas. » Samuel regarda son visage féroce et magnifique et sentit quelque chose en lui passer de la résignation à la détermination. « Je te le promets. » Après son départ, Samuel s'allongea sur la charrette et fixa le plafond, essayant d'organiser ses pensées. Il y a 8 ans, il s'était enfui parce qu'il croyait que la vérité n'avait pas d'importance. Mais Eliza pensait différemment, et sa foi était en train de devenir la sienne. Le lendemain matin, Eliza arriva au bureau du shérif avec son porte-documents en cuir, désormais rempli de papiers et de fournitures d'écriture. Morse, qui avait développé un respect réticent pour sa détermination, lui permit d'utiliser un coin de son bureau comme espace de travail improvisé. « Que comptez-vous faire exactement, Madame Cole ?» demanda-t-il tandis qu'elle organisait ses affaires. « Je vais monter une défense en commençant par des témoins de moralité, » répondit-elle en levant les yeux vers lui. « Vous avez dit que les habitants de la ville se souvenaient de Samuel. Je veux leur parler. À tous. » Morse s'appuya contre son bureau, réfléchissant.
Je ne peux pas vous laisser interférer avec mon enquête. Je n'interfère pas. Je mène ma propre enquête. Elle le regarda droit dans les yeux. À moins que vous ne me disiez que je n'en ai pas le droit. Vous en avez le droit. Mais ne vous attendez pas à ce que tout le monde coopère. Je n'ai pas besoin de tout le monde. J'ai juste besoin de la vérité. Elle passa la première journée à rechercher les personnes qui avaient connu Samuel avant qu'il ne disparaisse dans les montagnes. Henderson, le propriétaire du magasin général, fut le premier. Il s'assit en face d'elle dans l'arrière-boutique, mal à l'aise mais disposé à parler. Samuel Reed, dit Henderson d'un air pensif. Oui, je me souviens de lui. Il venait régulièrement en ville quand il était à Fort Rawlings. Il payait toujours ses factures à temps, ne causait jamais de problème. Il était poli avec tout le monde, même quand certains ne l'étaient pas avec lui. Pourquoi n'était-il pas poli? Demanda Eliza en prenant rapidement des notes. Eh bien, c'était un Yankee, n'est-ce pas? Et certains gens par ici n'appréciaient pas beaucoup les soldats de l'Union après la guerre. Mais Reed n'insistait jamais. Il faisait ses affaires et repartait. Henderson marqua une pause. Je me souviens qu'il achetait des provisions pour sa femme et sa fille. Il leur achetait toujours des petites gâteries, des bâtons de menthe poivrés, des rubans, des choses comme ça. On voyait bien qu'il les aimait. Avez-vous déjà entendu parler du colonel Brennan? L'expression de Henderson s'assombrit. Brennan. Lui, c'était un sacré numéro. Il est passé par ici plusieurs fois, faisant étalage de son pouvoir, s'attendant à un traitement spécial. J'ai aussi entendu des rumeurs à son sujet. Quel genre de rumeurs? Le genre de rumeurs qu'on ne répète pas sans preuve. Mais les gens parlaient, disaient que des provisions avaient disparu du fort, que des armes avaient fini entre de mauvaises mains. Personne ne pouvait le prouver, bien sûr. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Eliza nota tout cela, puis fit signer sa déclaration à Henderson. Au cours des 2 jours suivants, elle a interrogé 6 autres habitants de la ville, dressant le portrait de Samuel comme un homme honnête et honorable, et de Brennan comme un officier corrompu qui inspirait la méfiance. Le 3e jour, elle a trouvé quelque chose de plus précieux. Un aumônier militaire à la retraite, le père Michael O'Brien, qui avait servi au Fort Rawlings à l'époque où Samuel y était stationné. Le vieux prêtre vivait dans une petite maison à la lisière de la ville, s'occupant d'un jardin enseveli sous la neige. Il accueillit Eliza chez lui offrit du thé et s'installa dans un fauteuil usé avec l'héritière d'un homme qui attendait depuis longtemps de raconter cette histoire. Samuel Reed, dit O'Brien lorsque Eliza lui expliqua le but de sa visite. Je me demandais ce qu'il était devenu. Après la mort de sa famille et sa disparition, j'ai prié pour qu'il ait trouvé la paix. Il a trouvé les montagnes, dit Eliza. Il vit seul depuis 7 ans. Cela ressemble bien à Samuel. Il portait lourdement le poids de sa culpabilité, dit O'Brien en sirotant son thé. Mais c'était l'un des hommes les plus remarquables que j'ai connus au cours de mes 40 années en tant qu'aumônier. Après la mort de sa femme et de sa fille, il aurait pu devenir amer, en colère contre Dieu. Au lieu de cela, il est devenu plus calme, plus prudent, comme s'il essayait de protéger tout le monde d'une perte similaire. Parlez-moi du colonel Brennan. L'expression d'O'Brien s'assombrit. Brennan était le genre d'homme qui vous faisait vous demander si le mal était acquis ou inné. Il était cruel avec ses subordonnés, acceptait des pots de vin et je le soupçonnais fortement de bien pire. Je suis allé voir le commandant du poste à 2 reprises pour lui faire part de mes inquiétudes, mais Brennan avait des relations politiques. Mes rapports n'ont jamais abouti à quoi que ce soit. Croyez-vous que Samuel l'ait tué en légitime défense? Je crois que Samuel Reed n'aurait jamais tué personne, mais je crois aussi qu'il n'aurait pas hésité à protéger des vies innocentes d'un homme comme Brennan. O'Brien se pencha en avant. Si Samuel a tué Brennan, c'est parce que Brennan l'y a contraint. J'en suis absolument certain. Les mains d'Eliza tremblaient tandis qu'elle notait son témoignage. Mon père, seriez-vous prêt à témoigner officiellement en faveur de Samuel lors d'un procès? J'ai 83 ans, ma chère, mais même si je dois ramper jusqu'au tribunal, j'y serai. Pendant ce temps, Samuel se préparait dans sa cellule. Morse lui avait fourni du papier et un stylo, et Samuel passa des heures à rédiger un compte-rendu détaillé de tout ce qui s'était passé 8 ans auparavant, les noms des soldats qui avaient servi sous ses ordres, les dates des transferts de fournitures suspects, l'emplacement de l'entrepôt où Brennan avait stocké les armes volées, tout ce dont il se souvenait. Le 4e soir, Morse vint dans la cellule de Samuel avec des nouvelles, télégraphiées par le tribunal territorial.
Le juge Morrison est disposé à entendre votre affaire, mais il ne pourra pas être là avant 3 semaines. Il termine une tournée dans le District Est. 3 semaines, répéta Samuel. Cela lui semblait à la fois une éternité et un rien. En attendant, votre ami est en train de monter un dossier solide pour vous. La moitié de la ville est prête à témoigner en votre faveur, et le père O'Brien mène pratiquement une croisade pour vous défendre. Morse tira une chaise et s'assit à l'extérieur de la cellule. Reed, je dois vous poser une question directe. D'accord. L'avez-vous fait? Avez-vous tué Brennan? Samuel croisa le regard du shérif. Oui, je lui ai tiré une balle dans la poitrine à 3 mètres. Il a dégainé le premier, mais j'ai été plus rapide. Je l'ai tué puis je me suis enfui parce que je savais que la vérité n'aurait aucune importance. Pourquoi n'aurait-elle aucune importance? Parce qu'il était colonel et avait des relations politiques, et que j'étais un capitaine brisé dont la famille venait de mourir. Parce que l'armée avait besoin de quelqu'un à blâmer, et j'étais tout désigné. Parce que justice et vérité ne sont pas toujours synonymes. Samuel agrippa les barreaux. Mais j'en ai fini de fuir, shérif. Quoi qu'il arrive, j'en ai fini. Morse resta silencieux pendant un long moment. Pour ce que ça vaut, je vous crois. Est-ce que ça change quelque chose? Pas légalement, mais ça compte pour moi. Morse se leva. Je suis shérif depuis 20 ans, Reed. J'ai vu beaucoup d'hommes passer par cette colule. La plupart d'entre eux sont coupables de ce dont ils sont accusés, mais certains se sont retrouvés pris dans des circonstances indépendantes de leur volonté. Je pense que vous faites partie de ces derniers. Après le départ de Morse, Samuel se remit à écrire. Il ne se contentait pas de documenter l'incident avec Brennan. Il écrivait désormais sur les 7 années qui avaient suivi, sur les montagnes, la solitude et la lente érosion de son humanité, sur la nuit où une tempête de neige avait fait entrer Elisa dans sa vie, mais aussi sur la construction de la cabane et le retour de l'espoir. Il écrivait parce qu'il en avait besoin, parce que coucher des mots sur le papier transformait le chaos de ses pensées en quelque chose de concret et de gérable, et parce que si le pire arrivait, s'il le pendait, il voulait qu'il reste une trace de ce que ces dernières semaines avaient signifié. Le 5e jour, Eliza est venue dans sa cellule avec une nouvelle qui a fait battre son cœur à toute allure. J'ai trouvé 2 des soldats qui servaient sous vos ordres à Fort Rawlings, a-t-elle dit, les yeux brillants d'excitation. Ils travaillent dans un ranch à environ 30 kilomètres au sud d'ici. J'ai envoyé un messager avec une lettre et ils ont répondu. Samuel, ils sont prêts à témoigner. Ils se souviennent de la disparition des armes. Tu te souviens de la cruauté de Brennan? Tu te souviens que tu as essayé de l'arrêter? Samuel se leva et agrippa les barreaux. Eliza, il y a plus. Le shérif Morse a envoyé un télégramme aux archives militaires à Washington. Il a demandé les dossiers officiels de l'enquête sur la mort de Brennan. Il devrait arriver la semaine prochaine. Elle passa les mains à travers les barreaux et prit les siennes. Nous allons prouver cela, Samuel. Nous allons blanchir ton nom ou nous allons leur donner plus de preuves pour me pendre. Ne pense pas comme ça. Nous avons des témoignages, nous avons des témoins, nous avons des documents. La vérité est de notre côté. Samuel voulait la croire. Mon Dieu! Comme il voulait croire que la vérité et la justice prévaudraient, que le système fonctionnerait comme il était censé le faire. Mais il avait vu trop de corruption, trop de cruauté déguisée en devoir. Tout en regardant le visage déterminé d'Elisa, il se surprit à acquiescer. D'accord, nous nous battrons. Cette nuit-là, seul dans sa cellule, Samuel sortit le dernier morceau de papier que Morse lui avait donné et commença à écrire une lettre, non pas au juge, à l'armée ou à un représentant officiel. Cette lettre était destinée à Eliza au cas où les choses tourneraient mal. « Ma chère Eliza, écrivit-il, si tu lis ce que cela signifie que je n'ai pas survécu au procès. Je veux que tu saches que ces dernières semaines passées avec toi ont été les plus heureuses que j'ai connues depuis la mort de Catherine et Emma. Tu m'as rendu mon humanité. Tu m'as appris qu'il est possible d'aimer à nouveau sans trahir la mémoire de ceux que nous avons perdus. La cabane est à toi. Construis ta vie là-bas. Remplis-la d'amour, de rire et de toutes les choses que j'aurais aimé que nous puissions avoir ensemble. Ne pleure pas trop longtemps pour moi. J'ai déjà eu plus que je ne méritais. Une seconde chance, un aperçu du bonheur et le privilège de te connaître. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. Vis bien, ma chérie. Vis pleinement et souviens-toi que quelque part, dans l'au-delà, je veillerai sur toi avec gratitude et amour.
Samuel plia la lettre et la remit à Morse le lendemain, lui demandant de la remettre à Eliza uniquement si le verdict lui était défavorable. « Espérons que je n'aurai jamais à lui donner ça », dit Morse en la rangeant dans son bureau. « Espérons-le », acquiesça Samuel. Mais l'espoir, comme il l'apprenait, n'était pas la même chose que la certitude. Et alors que les jours passaient avant le procès, Samuel se retrouva suspendu entre deux futurs. L'un où il serait libre avec Eliza à ses côtés, et l'autre où il marcherait seul vers la potence. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre et espérer que la femme qui l'avait sauvé de la mort par hypothermie pourrait d'une manière ou d'une autre le sauver de cela aussi. Le juge Morrison arriva un mardi, 3 semaines jour pour jour après l'arrestation de Samuel. C'était un homme mince d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et au regard perçant, comme celui de quelqu'un qui avait passé sa vie à distinguer le vrai du faux. Il installa le tribunal dans la mairie, le plus grand bâtiment de Carson Ridge, et la nouvelle se répandit rapidement que le procès commencerait le lendemain matin. Eliza passa la nuit précédente à la pension, incapable de dormir, relisant ses notes et les témoignages à la lueur d'une bougie. Elle avait tout rangé dans un porte-document en cuir. Les déclarations des habitants de la ville, le témoignage du père O'Brien, les lettres des 2 soldats qui avaient servi sous les ordres de Samuel, le récit détaillé de l'incident par Samuel lui-même. Tout était complet, exhaustif, et elle pria pour que cela suffise. À l'aube, elle s'habilla soigneusement avec ses plus beaux vêtements, une robe bleu foncé qui avait été la préférée de Thomas, et se rendit à la mairie. Une foule s'était déjà rassemblée. La nouvelle d'un procès pour meurtre avait attiré les habitants des villages environnants, curieux et avides de drame. Samuel fut amené de la prison menottée, encadré par Morse et ses adjoints. Il portait des vêtements propres qu'Eliza lui avait apportés et il avait taillé sa barbe, ce qui le faisait davantage ressembler au soldat qu'il avait été et moins à l'ermite des montagnes qu'il était devenu. Lorsque ses yeux rencontrèrent les siens dans la foule, elle y vit de la peur, mais aussi de la détermination. La salle d'audience, qui n'était en réalité que la mairie avec des bancs disposés en rangées, se remplit rapidement. Le juge Morrison prit place à l'avant, derrière un banc de fortune, et ouvrit la séance d'un coup sec de son marteau. « Il s'agit d'une affaire militaire », commença-t-il d'une voix qui porta dans toute la salle. « Le capitaine Samuel Reed est accusé de désertion et du meurtre d'un officier supérieur, le colonel Marcus Brennan. Ce sont des crimes passibles de la peine capitale. Cependant, comme le capitaine Reed n'a pas été appréhendé par les autorités militaires et que ce tribunal est compétent pour juger les crimes commis sur le territoire, nous procéderons selon le droit territorial en consultation avec les autorités militaires. » Il regarda Samuel. « Capitaine Reed, comment plaidez-vous? » Samuel se leva, ses chaînes cliquetant. « Non coupable, votre honneur. J'ai tué le colonel Brennan en légitime défense après avoir découvert ses activités criminelles. » Un murmure parcourut la foule. Morrison frappa son marteau. « Silence, monsieur le procureur, présentez votre dossier. » Le procureur territorial, un jeune homme nommé Davies, qui avait voyagé avec le juge, se leva et exposa les charges avec une précision clinique. Samuel avait abandonné son poste. Il avait tué un officier supérieur. Il avait fui la justice pendant 8 ans. Ces faits, affirma Davies, n'étaient pas contestés. « Le capitaine Reed reconnaît le meurtre, » dit Davies. « La question n'est pas de savoir s'il l'a commis, mais s'il avait une justification. Il incombe à la défense de démontrer que cette justification existait. » Morrison acquiesça. La défense, Eliza se leva, le cœur battant. Elle n'avait aucune formation juridique, aucune expérience des tribunaux, mais Morse l'avait aidé à organiser le dossier et le père O'Brien lui avait appris à présenter un témoignage. Elle était tout ce que Samuel avait. « Votre honneur », commença-t-elle, d'une voix plus assurée qu'elle ne se sentait. « La défense démontrera que le colonel Brennan se livrait à des activités criminelles, plus précisément le vol et la vente d'armes militaires à des partis hostiles. Nous montrerons que le capitaine Reed a découvert cette activité et a confronté Brennan, qui a alors tenté d'assassiner le capitaine Reed pour le faire taire. Le meurtre était un acte de légitime défense justifié, et la fuite du capitaine Reed n'était pas un acte de lâcheté, mais une réponse raisonnable à un système corrompu qui ne lui aurait pas accordé un procès équitable. Ce sont des affirmations audacieuses, Madame Cole, dit Morrison. Pouvez-vous les étayer? Oui, votre honneur. J'ai des témoignages sous serment,
des dossiers militaires obtenus auprès des archives et plusieurs témoins prêts à témoigner. Morrison se cala dans son fauteuil. Très bien, écoutons-les. Eliza appela son premier témoin, Henderson, du magasin général. Il témoigna de la personnalité de Samuel, de sa réputation d'honnêteté et de son amour évident pour sa famille. Puis vinrent 3 autres habitants de la ville qui dressèrent chacun un portrait similaire. Vint ensuite le père O'Brien, qui se dirigea vers la barre des témoins à l'aide d'une canne, mais qui s'exprima avec la clarté et l'autorité d'un homme qui avait passé des décennies au service de la vérité. Le capitaine Reed était l'un des meilleurs officiers que j'ai rencontrés. Au cours de mes 40 années en tant qu'aumônier militaire, témoigna O'Brien, il était juste, compatissant et profondément engagé à protéger ses hommes. Le colonel Brennan, en revanche, était cruel et corrompu. J'ai fait part de mes inquiétudes concernant les activités de Brennan au commandant du poste à 2 reprises, mais rien n'a été fait. Pourquoi? A demandé Morrison. Parce que le colonel Brennan avait des relations politiques. Son oncle était sénateur. Son beau-frère était général. Les hommes comme lui sont protégés par le système, quel que soit leur crime. Davies a mené un contre-interrogatoire agressif, essayant de présenter O'Brien comme un vieil homme amer et rancunier, mais l'aumônier est resté inébranlable. « Je n'ai aucune rancune personnelle, monsieur », a déclaré O'Brien calmement. « Je n'ai que la vérité telle que je l'ai vue, et la vérité est que Marcus Brennan était une honte pour l'uniforme qu'il portait. » Le témoignage s'est poursuivi toute la matinée. Eliza a présenté les dossiers militaires obtenus par Morse, les manifestes d'approvisionnement qui montraient des divergences, les inventaires d'armes qui ne correspondaient pas au registre de distribution, les plaintes d'autres officiers concernant la conduite de Brennan. Puis vinrent les 2 soldats qui avaient servi sous les ordres de Samuel, le caporal James Mitchell et le soldat Robert Hayes, tous 2 travaillant désormais comme ouvriers agricoles, mais conservant toujours l'allure de militaire. Mitchell a témoigné en premier. Le capitaine Reed était le meilleur officier sous les ordres duquel j'ai servi. Il prenait soin de ses hommes. Il ne nous demandait jamais de faire quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même. Lorsque des fournitures ont commencé à disparaître et que nous avons entendu parler de fusils de l'armée apparaissant lors de Red Stribo, le capitaine Reed a mené l'enquête. Il a tenu des registres détaillés et a essayé de le signaler par les voies appropriées. Et que s'est-il passé lorsqu'il l'a signalé? Demanda Eliza. Rien. Les rapports ont disparu. Brennan avait des amis haut placés. Il était clair que le système ne le toucherait pas. Mitchell serra les mâchoires. Le jour où Brennan est mort, je patrouillais près de l'entrepôt de ravitaillement. J'ai entendu la confrontation. J'ai entendu Brennan menacer le capitaine. Je l'ai entendu dire qu'il verrait le capitaine Reed pendu avant de le laisser ruiner sa réputation. Puis j'ai entendu le coup de feu. Avez-vous vu le coup de feu? Non, madame, mais je suis arrivé quelques secondes après. J'ai vu Brennan gisant sur le sol. J'ai vu le capitaine Reed debout, son pistolet à la main, l'air d'un homme dont le monde venait de s'écrouler. Et j'ai vu le pistolet de Brennan par terre, déjà dégainé. Davies s'est levé d'un bond. Objection. Le témoin spécule sur l'état de l'arme. Objection retenue, a dit Morrison. Tenez-vous-en à ce que vous avez vu, caporal. J'ai vu 2 pistolets, a dit Mitchell avec précaution. Les 2 avaient été utilisés. Les 2 hommes étaient armés. Ce n'est pas un meurtre, votre honneur. C'est une fusillade. Hayes a corroboré le témoignage de Mitchell, ajoutant des détails sur la cruauté de Brennan et l'atmosphère de peur qu'il avait créée parmi les soldats. En début d'après-midi, Morrison a suspendu l'audience. Eliza a trouvé Samuel dans une petite salle d'attente adjacente à la salle d'audience, toujours menottée, mais autorisée à s'asseoir. « Vous vous en sortez bien », lui a-t-il dit. « Mieux que n'importe quel avocat que j'aurais pu engager. Ce n'est pas encore fini. Davies n'a pas présenté son dossier. Il n'a pas besoin d'un dossier très solide. J'ai avoué le meurtre, mais le contexte a son importance. Le juge écoute, Samuel. Il écoute vraiment. » Elle s'assit à côté de lui, aussi près que les chaînes le lui permettaient. « Quand je témoignerai, je leur parlerai de la cabane, de qui tu as été ces dernières semaines. Ils doivent voir qui tu es vraiment, pas seulement le moment où tu as appuyé sur la gâchette. » Lorsque l'audience reprit, Davies appela ses témoins. Ils étaient un peu nombreux, mais percutants. La veuve de Brennan, qui pleura en décrivant la mort de son mari. Un major de Fort Rawlings qui a témoigné que Samuel avait abandonné son poste sans permission. Un enquêteur de l'armée qui a confirmé que Samuel était répertorié comme déserteur et fugitif. Mais sous le feu des questions d'Eliza,
Des failles sont apparues dans leurs témoignages. La veuve de Brennan a admis qu'elle n'avait pas vu son mari au cours des 6 mois précédant sa mort, qu'il séparait sa vie militaire de sa vie familiale. Le major a reconnu que des plaintes avaient été déposées au sujet du comportement de Brennan, mais il ne se souvenait pas des détails précis. L'enquêteur a admis que l'enquête initiale avait été pour le moins sommaire. Elle n'avait duré que 3 jours. Eliza a ensuite appelé Samuel à la barre. Il s'est avancé avec dignité malgré ses chaînes. Il prêta serment et s'assit face au juge et à la foule rassemblée. Eliza s'approcha de lui avec douceur, consciente que tous les regards dans la salle étaient braqués sur eux. « Captain Reed, racontez-nous ce qui s'est passé le jour où le colonel Brennan est mort. » Samuel raconta les événements d'une voix calme. La découverte des divergences dans l'inventaire des armes, les semaines d'enquête, les preuves qu'il avait rassemblées, la décision de confronter Brennan directement lorsque ses rapports officiels furent ignorés. Je me suis rendu à l'entrepôt où Brennan menait ses transactions illégales. Samuel a déclaré, « Je lui ai dit que je savais ce qu'il faisait, que j'avais des preuves, que j'allais les apporter au gouverneur territorial puisque l'armée ne faisait rien. » Il s'est moqué de moi. Il a dit que personne ne croirait un veuf en deuil plutôt qu'un colonel décoré. Il a dit que ma famille était morte parce que Dieu me punissait d'être un soldat faible. Eliza a vu les mains de Samuel se crisper. Que s'est-il passé ensuite? Il a sorti son pistolet. Il m'a dit que je ne sortirais pas vivant de cet entrepôt. J'ai été plus rapide. Je lui ai tiré dans la poitrine. Il est mort en quelques minutes. La voix de Samuel était désormais neutre, il récitait des faits. J'aurais pu rester, j'aurais pu essayer d'expliquer, mais je savais comment cela aurait été perçu. Un soldat mort, un capitaine tenant un pistolet fumant, aucun témoin à part moi. Alors je me suis enfui. Je n'ai cessé de fuir depuis. Jusqu'à ce que vous me rencontriez, dit Eliza doucement. Jusqu'à ce que je vous rencontre. Elle soutint son regard pendant un long moment, puis se tourna vers le juge. Votre honneur, j'aimerais maintenant témoigner de ce qu'est devenu le capitaine Reed depuis ce jour. Morrison acquiesça. Continuez. Eliza monta à la barre et raconta son histoire. La tempête de neige, le chariot en panne, la certitude qu'elle allait mourir seule, l'arrivée de Samuel et sa gentillesse, la cabane qu'il avait construite de ses propres mains, la patience dont il avait fait preuve en lui apprenant la menuiserie, le chagrin qu'ils avaient partagé et l'espoir qu'ils avaient découvert. « Il m'a sauvé la vie, dit-elle d'une voix claire, non seulement en m'offrant un abri cette nuit-là, mais aussi en me donnant une raison de continuer à vivre. Il m'a construit une maison alors qu'il aurait pu s'en aller. Il est resté alors qu'il aurait pu s'enfuir. Il a choisi d'affronter son passé au lieu de le fuir. Ce n'est pas le comportement d'un meurtrier, votre honneur. C'est le comportement d'un homme qui a passé 8 ans à essayer d'expier quelque chose qu'il n'aurait jamais dû expier. » Davies la contre-interrogea agressivement, essayant de la présenter comme partiale, émotionnellement compromise, comme quelqu'un qui dirait n'importe quoi pour sauver l'homme qu'elle aimait. « N'est-il pas vrai, Madako et même Cole, que vous avez développé des sentiments amoureux pour l'accusé? » a-t-il insisté. « Oui, a répondu Eliza sans hésiter. Je l'aime, mais cela ne rend pas mon témoignage moins vrai. Tout ce que je vous ai raconté s'est produit. La cabane existe, la gentillesse existe. L'homme que vous essayez de condamner est le même homme qui a pris une veuve en deuil et lui a redonné espoir. Vous pouvez vérifier chaque mot que j'ai dit. » Morrison demanda une brève suspension d'audience et se retira pour examiner les preuves. L'attente était une véritable torture. Eliza s'assit à côté de Samuel, leurs mains jointes à travers les barreaux de la salle d'attente, aucun des deux ne parlant car ils n'avaient plus de mots. Au bout de 2 heures, Morrison revint. La salle d'audience se tut lorsqu'il prit place et rangea ses notes. « J'ai examiné les témoignages et les preuves présentées par les 2 parties, a-t-il commencé. Il s'agit d'une affaire complexe impliquant des événements qui se sont produits il y a 8 ans, avec des preuves matérielles limitées et des récits contradictoires. Cependant, certains faits sont clairs. Le colonel Marcus Brennan s'est livré à des activités criminelles. Plusieurs témoins l'ont attesté et les dossiers militaires le confirment. Le capitaine Reed a tenté de signaler ses activités par les voies officielles, mais il a été ignoré. Lorsqu'il a confronté Brennan directement, celui-ci a dégainé son arme le premier. Bien que nous n'ayons que la parole du capitaine Reed à ce sujet, elle est corroborée par le témoignage du caporal Mitchell, qui est arrivé immédiatement après la fusillade
et a vu les deux hommes dégainer et tirer. Morrison fit une pause, regardant Samuel droit dans les yeux. Capitaine Reed, vous avez tué un homme. Cela n'est pas contesté, mais les circonstances suggèrent que vous avez agi en légitime défense contre un officier corrompu qui avait menacé votre vie. La désertion qui a suivi, bien que techniquement constituant une infraction militaire, était une réponse raisonnable à une situation où vous n'aviez aucune confiance dans la justice des voies officielles. Il prit son marteau. Pour l'accusation de meurtre, je déclare l'accusé non coupable. Le meurtre était un acte de légitime défense justifié. Pour l'accusation de désertion, je reconnais des circonstances atténuantes. La peine est la peine déjà purgée, soit 8 ans en tant que fugitif, plus 5 ans de probation, pendant lesquels vous devrez vous présenter tous les trimestres aux autorités territoriales et ne pourrez pas quitter le territoire sans autorisation. Vous êtes libre de partir, Captain Reed, mais vous n'êtes plus libre de fuir. Le marteau tomba et la salle d'audience explosa. Les menottes furent retirées dans la salle d'attente et Samuel se leva en se frottant les poignets, n'arrivant toujours pas à croire que c'était fini. Eliza se jeta dans ses bras et il la rattrapa, la serrant si fort qu'il pouvait sentir son cœur battre contre sa poitrine. « Tu as réussi, murmura-t-il dans ses cheveux. « Tu m'as sauvé. Nous nous sommes sauvés mutuellement, corrigea-t-elle. Morse apparut dans l'embrasure de la porte, souriant. « Félicitations, Reed. On dirait que vous êtes un homme libre. Pas tout à fait libre. 5 ans de probation. C'est sacrément mieux que la pendaison. » Morse tendit la main et Samuel la serra. « Pour ce que ça vaut, je suis content que ça se soit terminé ainsi. Vous êtes un homme bien qui s'est retrouvé dans de mauvaises circonstances. Merci, shérif. Pour tout. » Ils restèrent à Carson Ridge 2 jours de plus pour régler les derniers détails. Samuel se présenta au greffier territorial comme requis, établissant son statut de probation. Eliza acheta des provisions pour le voyage de retour à la cabane, plus qu'ils n'en avaient au départ, maintenant qu'ils avaient un avenir à planifier. Le 3e matin, ils chargèrent un chariot que Samuel avait acheté à Henderson et commencèrent leur voyage de retour à travers les montagnes. Le printemps arrivait tôt. La neige fondait par endroits, révélant la terre brune et les premières pousses vertes courageuses. L'air sentait le pain, la boue et les possibilités. Lorsqu'ils arrivèrent à la clairière où se trouvait la cabane, Samuel arrêta le chariot et se contenta de regarder. 3 semaines s'étaient écoulées, mais la structure semblait inchangée, solide, patiente, les attendant. « Elle est toujours là, dit-il, comme s'il avait douté qu'elle le soit. Bien sûr qu'elle l'est, tu l'as construite pour qu'elle dure. » Eliza descendit du chariot et se dirigea vers la porte de la cabane, passant sa main sur le bois. « C'est ici chez nous, Samuel. C'est ici que nous allons commencer. » Au cours des jours suivants, ils terminèrent en ensemble l'aménagement intérieur. Samuel installa les fenêtres, remplissant l'espace de lumière. Eliza confectionna des rideaux à partir du tissu bleu qu'il avait acheté et les suspendit avec fierté. Ils construisirent un cadre de lit à partir du bois récupéré du chariot, une table, 2 chaises et des étagères le long des murs. Samuel grava leurs noms sur le cadre de la porte. Samuel Reed et Eliza Cole, en lettres qui leur survivraient tous les deux. 1 mois après leur retour, par une chaude matinée de printemps, ils se marièrent. Le père O'Brien fit le voyage depuis Carson Ridge pour célébrer la cérémonie, en compagnie du shérif Morse et d'une poignée d'habitants de la ville qui avaient témoigné au procès. Ce fut une cérémonie simple, célébrée devant la cabane, avec les montagnes pour témoins. Eliza portait sa robe bleue et des fleurs sauvages dans les cheveux. Samuel portait des vêtements propres et affichait sur son visage ce qui ressemblait le plus à de la nervosité qu'elle lui ait jamais vue lorsque O'Brien les a déclarés mari et femme. Samuel l'a embrassée avec la tendresse d'un homme qui ne s'attendait pas à avoir une seconde chance en amour. Le petit groupe est resté pour le dîner. Un ragoût de chevreuil qu'Eliza avait préparé selon la recette de sa mère. Du pain frais, du café assez fort pour décaper la peinture. Il y avait des rires et des histoires. Et pendant quelques heures, la cabane fut remplie de chaleur et de convivialité. Lorsque tout le monde fut parti et que le soleil se couchait, Samuel et Eliza se tenaient à leur porte, regardant la terre sur laquelle ils allaient construire leur vie. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Samuel. Il disparut à l'intérieur et revint avec une enseigne en bois sculpté. Les lettres étaient magnifiquement rendues, chacune d'entre elles parfaite. « Reed et Cole. C'est pour au-dessus de la porte, expliqua-t-il.
Pour que tout le monde sache que c'est notre maison à tous les deux. Eliza suivit les lettres du doigt, les larmes aux yeux. C'est parfait. Il l'accrocha le soir même, et une fois en place, ils reculèrent pour l'admirer. La cabane qui avait commencé comme un acte de gratitude était devenue quelque chose de plus, un symbole de survie, de guérison, de deux personnes brisées trouvant leur plénitude l'une dans l'autre. Cette nuit-là, allongées dans leur lit, les bras de Samuel autour d'elle, Eliza repensa au chemin qui les avait menés ici. La tempête de neige qui aurait dû la tuer. L'inconnu apparu dans la tempête, la cabane sortie de nulle part, le procès qui aurait pu se terminer en tragédie. Tout cela les avait menés à cet instant, en sécurité, au chaud, aimés. À quoi penses-tu? Demanda Samuel doucement. À quel point nous avons de la chance? À quel point les choses auraient pu facilement se passer autrement? J'y pense aussi. Si j'étais passé devant ton chariot cette nuit-là, si Morse avait décidé de me pendre d'abord et de poser des questions ensuite, si le juge avait rendu un autre verdict, dit-il en la serrant contre lui. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Nous sommes ici. C'est ce qui compte, Samuel. Oui, je suis heureuse. Pour la première fois depuis des années, je suis vraiment heureuse. Elle sentit son sourire contre ses cheveux. Moi aussi. Les semaines se transformèrent en mois et le printemps laissa place à l'été. Ils plantèrent le jardin. Samuel avait acheté des graines, observant les tomates, les haricots et les courges poussées dans le sol. Samuel construisit une grange, puis un poulailler. Eliza noua des relations avec les habitants de la ville, échangeant des œufs et des légumes contre des provisions qu'ils ne pouvaient pas produire eux-mêmes. La cabane s'agrandit, avec un appentis pour le stockage, un porche couvert où il pouvait s'asseoir le soir, un petit atelier où Samuel pouvait s'adonner à la menuiserie. Chaque ajout était construit avec soin, avec le même souci du détail qu'il avait apporté au premier mur de la cabane. Parfois, Samuel se réveillait encore la nuit, troublé par les souvenirs de Brennan, de Catherine et d'Emma, des années qu'il avait passées seul dans les montagnes. Mais Eliza était toujours là, solide et réelle, pour le ramener au présent. Et parfois, Eliza se surprenait à chercher la montre de poche de Thomas avant de se rappeler qu'elle n'était plus là. Le chagrin n'avait jamais complètement disparu, mais il s'était transformé en quelque chose de plus doux, un souvenir doux amer d'amour plutôt qu'un poids écrasant. Un soir, à la fin de l'été, alors qu'ils étaient assis sous leur porche, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes en or et en rose, Eliza posa sa main sur son ventre, sentant les premiers battements de la vie qui grandissaient en elle. Samuel, dit-elle doucement, j'ai quelque chose à te dire. Il se tourna vers elle et elle vit immédiatement la compréhension dans ses yeux, suivie d'une joie si pure qu'elle en eut le souffle coupé. Un bébé. Un bébé, il la prit dans ses bras, la serrant comme si elle était faite d'un matériau précieux et fragile. Merci, murmura-t-il. Merci pour cela, pour tout. Ils s'assirent ensemble alors que la nuit tombait, pensant à l'enfant qui allait naître dans cette coin, qui grandirait entouré des montagnes, de l'amour et de l'histoire de leurs parents qui s'étaient trouvés dans une tempête de neige. Samuel leva les yeux vers l'enseigne au-dessus de leur porte. Reed et Cole, et pensa à la signification de ces mots, non seulement deux noms réunis par une esperluette, mais deux vies qui avaient été brisées et reconstruites en quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort pour avoir été brisé. Les cabanes se dressaient solidement autour d'eux, témoignant de ce que la gentillesse et la détermination pouvaient construire. Et au loin, les montagnes veillaient sur tout cela, éternelles et patientes. Comme elles avaient veillé sur d'innombrables autres histoires de survie et d'amour, certains actes de gentillesse, avait dit Eliza le premier jour, avaient changé le cours de deux vies pour toujours. Elle avait raison. Une nuit de tempête de neige, une miche de pain partagée et un étranger qui avait refusé de partir. Et à partir de là, toute une vie s'était construite. Pas parfaite, pas sans cicatrices, mais réelle et solide. Et la leur alors que les étoiles apparaissaient au-dessus de leur tête et que les sons nocturnes de la forêt commençaient leur symphonie. Samuel et Eliza étaient assis ensemble, dans la maison qu'ils avaient construite, et savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare, une seconde chance difficile et profondément chérie. Et ils comprenaient tous les deux que cela valait la peine de lutter pour l'obtenir.